Bonjour à tous les amis, bienvenue sur la chaîne Livre Ésotérique Ancien. Aujourd'hui nous sommes vendredi, donc c'est le jour de la lecture d'un article de journal ésotérique. Je vais reprendre, je l'avais fait déjà une première fois, après je ne sais pas dans quel ordre je vais publier ça. Je vais reprendre donc un article de la revue Spirit de Allan Kardec en 1858. Il s'agit de L'Esprit frappeur de Bergzabern. Donc c'est un article qui peut être peut-être assez long, je sais pas si je pourrais vous mettre un petit goodies sur la fin, on verra bien. Mais là, a priori, il s'agit quand même de quelque chose, d'une évocation, on a un petit peu de contenu. Ça va un petit peu changer, parce que j'avoue que dans les articles que je vous trouve, c'est pas toujours évident d'avoir vraiment du contenu, c'est quand même pas mal de blabla. Si vous saviez ce que je lis comme article, où je m'arrête au milieu en me disant mais non, c'est pas possible, je peux pas publier ça, c'est trop creux. Je le disais déjà sur d'autres revues, et là, c'est pas toujours évident. Donc je voulais changer un peu du voile d'Isis, prendre des auteurs un petit peu différents, en tout cas des auteurs qui ont des journaux toujours sur le même thème, et qui sont connus. Là on est sur Allan Kardec, donc comme vous le savez, Allan Kardec en général c'est vraiment tout ce qui est spiritisme, fantômes, revenants, médiumnité un petit peu, mais on est vraiment dans ce domaine-là. Voilà, sans plus attendre, on va commencer, c'est un article qui m'a l'air assez long, je vais le découvrir avec vous. On a un article, donc un premier avant-propos qui est signé par Monsieur Blanc, qui est le rédacteur du journal justement de Bergzabern, et après seulement on a le commentaire du journal de la revue Spirit. Donc ça c'est pas mal parce que souvent ils font ça, ils communiquent entre eux, ils se répondent les uns les autres, donc c'est plutôt pas mal. On y va. Donc là c'est vraiment la première partie du journal de Bergzabern. Nous avions déjà entendu parler de certains phénomènes spirites qui furent beaucoup de bruit en 1852 dans la Bavière rhénane, aux environs de Spire, et nous savions qu'une relation authentique en avait été publiée dans une brochure allemande. Après des recherches longtemps infructueuses, une dame, parmi nos abonnés d'Alsace, et qui a déployé en cette circonstance un zèle et une persévérance dont nous lui savons un gré infini, est enfin parvenue à se procurer cette brochure. Cette brochure qu'elle a voulu nous adresser, qu'elle a bien voulu nous adresser. Nous en donnons la traduction in extenso. On la lira sans doute avec d'autant plus intérêt que c'est parmi tant d'autres une preuve de plus que les faits de ce genre sont de tous les temps et de tous les pays, puisque ceux dont il s'agit se passaient à une époque où l'on commençait à peine à parler des esprits. Un événement étrange est depuis plusieurs mois le sujet de toutes les conversations dans notre ville et les environs. Nous voulons parler du frappeur. Donc là, ils font la traduction de l'article. Nous voulons parler du frappeur, comme l'appelle, de la maison du maître tailleur Pierre Sanger. Alors, du maître tailleur Pierre Sanger. Jusqu'alors, nous nous sommes abstenus de toute relation dans notre feuille, entre parenthèses, journal de Bergzabern, sur les manifestations qui se sont produites dans cette maison depuis le 1er janvier 1852. Mais comme elles ont excité l'attention générale, à tel point que les autorités crurent devoir demander au docteur Butner une explication à ce sujet, et que le docteur Duping de Spire se rendit même sur les lieux pour observer les faits, nous ne pouvons différer plus longtemps de les livrer au public. Alors là, 1852, on n'était peut-être pas encore tout à fait vraiment dans le mouvement spirit, on y rentrait, je pense, si je vous raconte pas de bêtises. Après, si certains veulent me mettre en plus de notions au niveau timing, ce que ça donnait, franchement, n'hésitez pas. Si vous avez plus d'éléments en ce qui concerne la chronologie du mouvement spirit, à quel moment il est arrivé exactement, mais il me semble moi que c'était plus tard. Donc pour ceux qui savent, mettez-le en commentaire, ça nous aidera, merci. Nos lecteurs n'attendent pas de nous un jugement sur la question. Nous en serions très embarrassés. Nous laissons ce soin à ceux qui, par la nature de leur étude et leur position, sont plus adeptes et plus aptes à se prononcer. Ce que d'ailleurs
ils feront sans difficulté s'ils parviennent à découvrir la cause de ces effets. Quant à nous, nous nous bornerons au simple récit des faits, principalement de ceux que nous avons été témoins et que nous tenons de personnes dignes de foi, laissant au lecteur se former une opinion. Pourquoi je demande la période, c'est parce que quand on était en plein milieu de la période, il y avait vraiment du factice, énormément de factice, énormément de charlatans, et effectivement il y avait des équipes, comme je l'explique souvent, c'était devenu un peu l'attraction du samedi soir, il n'y avait pas de télé à l'époque, il n'y avait pas de smartphone, il n'y avait pas de TikTok pour certains, et donc c'était vraiment l'attraction du soir, on faisait venir un médium et puis hop, c'était parti. Mais je crois qu'on n'était pas complètement dans cette période. Et donc il y avait aussi beaucoup de faux, forcément. Et il y avait même des équipes qui étaient là pour chercher les faux. Donc là, c'est signé Blanc, le rédacteur du journal. Donc c'est parti, on va rentrer dans l'histoire. C'est parti. Le 1er janvier de cette année 1852, alors en mai, c'est la partie que vous avez eue juste avant. Donc on en parle 4 mois après. Là, maintenant, on arrive à l'article. Le 1er janvier de cette année, 1852, la famille Pierre Sanger, à Bergzabern, entendit dans la maison qu'elle habitait et dans une chambre voisine de celle où l'on se tenait ordinairement, comme un martèlement qui commença d'abord par des coups sourds, paraissant venir de loin, puis devint successivement plus fort et plus marqué. Ces coups semblaient être frappés contre le mur auprès duquel était placé le lit où dormait leur enfant, âgé de 11 ans. Habituellement, c'était entre 9h30 et 10h30 que le bruit se faisait entendre. Les époux Sanger n'y firent point attention d'abord, mais comme cette singularité se renouvelait chaque soir, ils pensèrent que cela pouvait venir de la maison voisine où un malade se serait amusé en guise de passe-temps à battre le tambour contre le mur. Donc oui, ça devait être assez frénétique. On se convainquit bientôt que ce malade n'était pas ou ne pouvait pas être la cause de ce bruit. On remua le sol de la chambre, on abattit le mur, mais sans résultat. Ils ont carrément abattu le mur. Non mais sérieux. Mais ce qu'il y a, c'est que si c'était contre le mur, dans ces cas-là, s'ils ont abattu le mur, où est-ce que ça résonnait? On va voir. Le lit fut transporté au côté opposé de la chambre. Alors, chose étonnante, c'est de ce côté que le bruit eut lieu. Ah ok. D'accord, ils ont coupé le mur, ils ont enlevé le mur, ils ont mis le lit de l'autre côté, et c'est de l'autre côté que c'est arrivé. Et aussitôt que l'enfant était endormi, donc hop, il s'endort, ça arrive. Donc ça, c'est pas cool. Il était clair que l'enfant était presque pour quelque chose dans la manifestation du bruit. Et on supposa, après que toutes les recherches de la police n'eurent rien fait découvrir, que ce fait devait être attribué à une maladie de l'enfant ou une particularité de conformation. Ils ont carrément fait venir la police, quoi. Donc c'est... Aujourd'hui, aller faire déplacer la police pour ce genre de choses. Je sais pas s'il viendrait, mais... Cependant, rien jusqu'alors n'est venu confirmer cette supposition. C'est encore une énigme pour les médecins. En attendant, alors je vois pas le rapport avec les médecins, mais bon. Oui, c'est parce qu'ils parlent de malades. En attendant, la chose ne fit que se développer. Le bruit se prolongea au-delà d'une heure et les coups frappés avaient plus de force. L'enfant fut changé de chambre et de lit. Le frappeur se manifesta dans cette nouvelle chambre, sous le lit, dans le lit et dans le mur. Non mais c'est un truc dingue. Les coups frappés n'étaient pas identiques, ils étaient tantôt forts, tantôt faibles et isolés. Tantôt, enfin, ils se succédaient rapidement, et suivant le rythme de marche militaire et de danse. C'est quand même dingue parce que c'est rare que ce soit ce genre de phénomène, ça arrive tous les soirs. Moi j'ai toujours lu que c'était assez annexe, c'est-à-dire c'était pas vraiment tous les soirs à la même heure. Alors il y a des choses quand même, il y a des choses, mais à ce point-là, en déplaçant et tout... L'enfant occupait depuis quelques jours la susdite chambre, lorsqu'on remarqua que pendant son sommeil, il émettait des paroles brèves incohérentes. Ouais, c'est assez étonnant. C'est assez étonnant et donc ça viendra effectivement de lui. Les mots devinrent bientôt plus distincts et plus intelligibles.
et il semblait que l'enfant s'entretenait avec un autre être sur lequel il avait de l'autorité. Parmi les faits qui se produisaient, chaque jour, l'auteur de cette brochure en rapportant un dont il fut témoin. L'enfant était dans son lit, couché sur le côté gauche. À peine fut-il endormi que les coups commencèrent et qu'il se mit à parler de la sorte. « Toi, bats une marche !» Et le frappeur battit une marche, qui ressemblait assez à une marche bavaroise. Au commandement de « halte » de l'enfant, le frappeur cessa. L'enfant dit alors « frappe 3 fois, 6, 9 fois », et le frappeur exécuta l'ordre. Sur un nouvel ordre de frapper 19 coups, 20 coups, s'étant fait entendre, l'enfant tout endormi dit « Pas bien, ce sont 20 coups », et aussitôt 19 coups furent comptés. Ensuite l'enfant demanda 30 coups, on entendit 30 coups, 100 coups, on ne put compter jusqu'à 40, tant les coups se succédaient rapidement. Au dernier coup, l'enfant dit « Très bien, maintenant 110 ». Ici, l'on ne put compter que jusqu'à 50 environ. Au dernier coup, le dormeur dit « Alors, il est en train de dormir, l'enfant, on est d'accord, il n'est pas réveillé. Hein. Ce n'est pas cela, il n'y en a que 106, et aussitôt 4 autres coups se firent entendre, pour compléter le nombre de 110. L'enfant demanda ensuite 1000. Il ne fut frappé que 15 coups. Eh bien, allons. Il y eut encore 5 coups, et le frappeur s'arrêta. Il vint alors à l'idée des assistants de commander au même frappeur. Et il exécuta les ordres qu'ils donnèrent. D'accord, sachant que les assistants là sont pas en train de dormir. Il se taisait au commandement de halte, silence, paix. C'est étrange. Oui, donc peut-être que l'enfant, ils disent le dormeur, mais peut-être que l'enfant dormait. On n'arrive pas à savoir est-ce qu'il dormait ou pas. Je sais pas ce que vous avez retenu, vous, de votre côté. Puis de lui-même, et sans ordre, il recommença à frapper. L'un des assistants dit, tout bas, dans un coin de la chambre. C'est moi que j'ai le chat qui rentre, ça fait tout drôle, la porte qui s'ouvre toute seule. On reprend. L'un des assistants dit tout bas, dans un coin de la chambre, qu'il voulait commander, seulement par la pensée, de frapper 6 fois. L'expérimentateur se plaça alors devant le lit et ne dit pas un seul mot. On entendit 6 coups. On commanda encore par la pensée 4 coups. 4 coups furent frappés. Alors ce qui serait intéressant là, si on arrive à demander quelque chose et que ça revient, alors à savoir, est-ce qu'il y a une entité derrière? Est-ce que c'est pas l'énergie vitale qui se déploie d'une telle ou telle façon à ce moment-là et qui permet justement d'avoir une création derrière? À savoir. Ce qui est intéressant, ce serait de faire un langage éventuellement pour voir un petit peu plus loin. Si les coups résonnent, à ce moment-là, créer un langage. La même expérience a été tentée par d'autres personnes, mais elle n'a pas toujours réussi. Ah. Aussitôt, l'enfant étendit les membres, rejeta la couverture et se leva. D'accord. Lorsqu'on lui demanda ce qui lui était arrivé, il répondit avoir vu un grand homme et de mauvaise mine qui se tenait devant son lit et lui serrait les genoux. Il ajouta qu'il ressentait aux genoux une douleur quand cet homme frappait. L'enfant s'endormit de nouveau, donc il dormait bien. L'enfant s'endormit de nouveau et les mêmes manifestations se reproduisirent jusqu'au moment où la pendule de la chambre sonna 11 heures. Tout à coup, le frappeur se tut. L'enfant rentra dans un sommeil tranquille, ce que l'on reconnut à la régularité de sa respiration. Et ce soir-là, il ne fit plus rien entendre. Nous avons remarqué que le frappeur battait sur l'ordre qu'il en recevait, des marches militaires. Plusieurs personnes affirment que lorsque l'on demandait aux marches russes, une marche russe autrichienne ou française, elle était battue très exactement. Le 25 février, l'enfant étant endormi, dit, tu ne veux plus frapper maintenant, tu vas gratter. Eh bien, je veux voir comment tu feras. Oh là là, franchement, et ça aurait été intéressant de créer un langage quand même pour pouvoir voir ce qu'il en était.
Et en effet, le lendemain 26, au lieu des coups frappés, on entendit un grattement qui paraissait venir du lit et qui s'est manifesté jusqu'à ce jour. Ah oui. Les coups se mêlèrent au grattement, tantôt et en alternant, tantôt simultanément, de telle sorte que dans les airs de marche ou de danse, le grattement fait la première partie et les coups la seconde. Selon la demande, l'heure du jour, l'âge des personnes présentes sont indiqués par des grattements ou des coups secs. À l'égard de l'âge des personnes, il y a quelquefois erreur, mais elle est rectifiée à la 2e ou 3e fois, quand on a dit que le nombre des coups frappés n'est pas exact. Maintes fois, au lieu de répondre à l'âge demandé, le frappeur exécute une marche. Ok. Le langage de l'enfant pendant son sommeil devint de jour en jour plus parfait. Ce qui n'était d'abord que de simples mots ou des ordres très brefs au frappeur se changea par la suite en une conversation suivie de ses parents, avec ses parents. Ainsi un jour, il s'entretint avec sa sœur aînée sur des sujets religieux, et dans un ton d'exhortation et d'instruction, en lui disant qu'elle devrait aller à la messe, dire ses prières tous les jours, et montrer de la soumission et de l'obéissance à ses pères et mères. Le soir, il reprit les mêmes sujets d'entretien. Dans ses enseignements, il n'y avait rien de théologique, mais seulement quelques notions que l'on apprend à l'école. Avant ces entretiens, on entendait au moins durant 1 heure des coups et des grattements, non seulement pendant le sommeil de l'enfant, mais même quand celui-ci était en état de veille. Nous l'avons vu boire et manger pendant que les coups et les grattements se manifestaient. Et nous l'avons vu aussi à l'état de veille donner aux frappeurs des ordres qui furent tous exécutés. C'est dingue. Samedi soir 6 mars, l'enfant ayant dans la journée et tout éveillé prédit à son père que le frappeur apparaîtrait à 9 heures, plusieurs personnes se réunirent dans la maison des Sangers. À 9 heures sonnantes, 4 coups si violents furent frappés contre le mur que les assistants furent effrayés. C'est quand même étonnant que ce soit aussi clair, aussi régulier. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est trop clair, c'est trop régulier, c'est trop réactif. Vous voyez, ça fait bizarre. Aussitôt et pour la première fois, les coups furent frappés sur le bois du lit et extérieurement. Tout le lit en fut ébranlé. Ces coups se manifestèrent de tous les côtés du lit, tantôt à un endroit, tantôt à un autre. Les coups et les grattements alternèrent sur le lit. Sur l'ordre de l'enfant et des personnes présentes, les coups se faisaient entendre soit à l'intérieur du lit, soit à l'extérieur. Tout à coup, le lit se souleva en sens différents. Là, on est vraiment sur du poltergeist. Pendant que les coups étaient frappés avec force. Plus de 5 personnes essayèrent, mais en vain, de faire retomber le lit soulevé. L'ayant alors abandonné, il se balança encore quelques instants, puis reprit sa position naturelle. Ce fait avait eu lieu déjà une fois antérieurement à cette manifestation publique. C'est étrange. Ou alors, au-delà du poltergeist, ouais, on a aussi une entité derrière qui est pas terrible, hein, qui est particulière. Être de la nature, je sais pas. Chaque soir aussi, l'enfant faisait une sorte de discours. Nous allons en parler très succinctement. Avant toute chose, il faut remarquer que l'enfant, aussitôt qu'il laissait tomber sa tête, était endormi, et que les coups et le grattement commençaient. Ouais, comme s'il y avait une absorption d'énergie. Ça, c'est moi qui le dis. Au coup, l'enfant gémissait, agitait ses jambes et paraissait mal à son aise. Il n'en était pas de même au grattement. Lorsque le moment de parler était venu, l'enfant se couchait sur le dos, sa figure devenait pâle, ainsi que ses mains et ses bras. Bon, là, un exorcisme à ce stade. Il faisait signe de la main droite et disait « Allons, viens devant mon lit, et joins les mains, je vais te parler du Sauveur du monde. » Ok. Alors les coups et le grattement cessaient, et tous les assistants écoutaient, avec une attention respectueuse, le discours du dormeur. Il parlait lentement, très intelligiblement, et en pur allemand, ce qui surprenait d'autant plus que l'enfant était moins avancé que ses camarades de classe, ce qui provenait surtout d'un mal-dieu qui l'empêchait d'étudier. Ces entretiens roulaient sur la vie et les actions de Jésus
depuis sa 12e année. De sa présence dans le temple avec les scribes, les scribes. Ses entretiens roulaient sur la vie, et les actions de Jésus depuis sa 12e année de sa présence dans le temple avec les scribes, et ses bienfaits envers l'humanité et ses miracles. Ensuite, il s'étendait sur le récit de ses souffrances et blâmait sévèrement les Juifs d'avoir crucifié Jésus, malgré ses bontés nombreuses et ses bénédictions. En terminant, l'enfant adressait à Dieu une fervente prière de lui accorder la grâce de supporter avec résignation les souffrances qu'il lui avait envoyées, puisqu'il l'avait choisi pour entrer en communication avec l'Esprit. Il demandait à Dieu de ne pas le laisser encore mourir, qu'il n'était qu'un jeune enfant et qu'il ne voulait pas descendre dans la tombe noire. Ses discours terminés, il récitait d'une voix solennelle le Pater Noster. Après quoi, il disait « Maintenant, tu peux revenir ». Et aussitôt, les coups et les grattements recommençaient. Ouais, ça c'est vraiment un esprit frappeur. Il parla encore 2 fois à l'esprit, et à chaque fois, l'esprit frappeur s'arrêtait. Il disait encore quelques mots et puis « Maintenant, tu peux t'en aller au nom de Dieu ». Et il se réveillait. Pendant ces discours, les yeux d'enfant étaient fermés, mais il doit pas se reposer, à mon avis ça il doit avoir une prise énergétique mais énorme. Pendant ces discours, les yeux de l'enfant étaient bien fermés, mais ses lèvres remuaient. Les personnes qui étaient le plus rapprochées du lit purent remarquer ce mouvement. La voix était pure et harmonieuse. À son réveil, on lui demandait ce qu'il avait vu et ce qui s'était passé. Il répondait « L'homme qui vient me voir, où se tient-il ? Près de mon lit avec les autres personnes ? As-tu vu les autres personnes ? J'ai vu toutes celles qui étaient près de mon lit. » On comprendra facilement que de pareilles manifestations trouvent beaucoup d'incrédules et qu'on supposa que toute cette histoire n'était qu'une mystification. Oui, c'est ce que j'ai pensé aussi. Mais il y a un doute quand même. Mais le père n'était pas capable de jonglerie, surtout d'une jonglerie qui aurait exigé toute l'habileté d'un prestidigitateur de profession. Il jouit de la réputation d'un brave et honnête homme. Pour répondre à ses soupçons et les faire cesser, on transporta l'enfant dans une maison étrangère. À peine y fut-il que les coups et les grattements s'y firent entendre. Ouais, donc c'est vraiment petit. De plus, quelques jours avant, l'enfant était allé avec sa mère dans un petit village nommé Capelle, et à une demi-lieue de là, chez la veuve Klein. Klein, si vous voulez dire en français, mais on dit Klein en allemand. Il se dit fatigué. On le coucha sur un canapé, et aussitôt, le même phénomène eut lieu. Plusieurs témoins peuvent affirmer le fait. Bien que l'enfant parût bien portant, il devait néanmoins être affecté d'une maladie qui serait prouvée sinon par les manifestations relatées ci-dessus, du moins par les mouvements involontaires des muscles et des soubresauts nerveux. Wow. Nous ferons remarquer en terminant que l'enfant a été conduit il y a quelques semaines chez le docteur Butner, où il devait rester pour que ce savant puisse justement étudier de plus près les phénomènes en question. Depuis lors, tout bruit a cessé dans la maison des Sanger. Alors c'est Sanger, c'est tant qu'on y est, hein. Sanger, non, c'est ça en allemand, Sanger. Et il se produit dans celle du docteur Butner. Oui, et pas Butner. Tels sont, dans toute leur authenticité, les faits qui se sont passés. Nous les livrons au public sans émettre de jugement. Puissent les hommes de l'art en donner bientôt une explication satisfaisante. C'est signé Blanc, donc oui, c'est toujours lui qui parle là. Et là, voilà. Là, on va avoir normalement un écrit du journal directement Revue Spirit, donc Alan Kardec, qui va donner une petite donnée là-dessus en mettant considération sur l'esprit frappeur de Berg Zabern. L'explication sollicitée par le narrateur que nous venons de citer est facile à donner. Donc ça y est, Kardec va donner son avis. Il n'y en a qu'une, et la doctrine spirit seule peut la fournir.
Ces phénomènes n'ont rien d'extraordinaire pour quiconque est familiarisé avec ceux auxquels nous ont habitués les esprits. On sait quel rôle certaines personnes font jouer à l'imagination. Sans doute si l'enfant n'avait eu que des visions, les partisans de l'hallucination auraient beau jeu. Mais ici il y avait des effets matériels, d'une nature non équivoque, qui ont eu un grand nombre de témoins, et il faudrait supposer que tous étaient hallucinés au point de croire qu'ils entendaient ou qu'ils n'entendaient pas, et voyaient remuer des meubles immobiles. Or, il y aurait là un phénomène plus extraordinaire encore. Il ne reste aux incrédules qu'une ressource, celle de nier. C'est plus facile, et cela dispense de raisonner. En examinant la chose, au point de vue spirit, il demeure évident que l'esprit qui s'est manifesté était inférieur à celui de l'enfant, puisqu'il obéissait. C'est intéressant ça. Ça c'est intéressant. Donc l'esprit était inférieur à celui de l'enfant puisqu'il obéissait, ok ? Enfin, il lui obéissait. Mais il obéissait aussi aux gens dans la pièce, donc faut voir. Donc ça aurait pu être un esprit de la nature. Il était même subordonné aux assistants, puisque eux aussi pouvaient lui commander, voilà ce qu'on disait. Si nous ne savions pas la doctrine que les esprits dits frappeurs sont au bas de l'échelle, ce qui s'est passé en serait une preuve. Ok, donc ça veut dire que c'est ce fait, voilà, c'est quand même documenté. Il sort pas ça comme ça. C'est-à-dire qu'il a d'autres exemples. On ne concevrait pas en effet qu'un esprit élevé, pas plus que nos savants et nos philosophes, vint s'amuser à battre des marches et des valses, à jouer, en un mot, le rôle de jongleur, ni se soumettre aux caprices d'être humain. Ouais. Être de la nature. Enfin, moi j'appelle ça comme ça, c'est le petit monde. Après, y a des larves, il y a plein de choses. Il se présente sous les traits d'un homme de mauvaise mine, circonstance qui ne peut que corroborer à cette opinion. Le moral se reflète en général sur l'enveloppe. Il est donc avéré, pour nous, que le frappeur de Bergzabern est un esprit inférieur de la classe des esprits légers, qui s'est manifesté comme tant d'autres l'ont fait, et le font tous les jours. Maintenant, dans quel but est-il venu? La notice ne dit pas qu'on le lui ait demandé. Ben, c'est ça le truc. Moi, je trouve ça quand même dingue, c'est-à-dire que, ouais, il s'amuse à lui dire, voilà, bah si, fais tant de coups, machin, mais ça aurait pu être intéressant de l'interroger quand même. Alors, ils l'ont certainement fait, mais quand même. Aujourd'hui qu'on est plus expérimenté sur ces sortes de choses, on ne laisserait pas venir un visiteur si étrange sans s'informer de ce qu'il veut. Bah, ça paraît évident. Merci, Alan. Franchement. Nous ne pouvons donc qu'établir une conjecture. Il est certain qu'il n'a rien fait qui dévoilât de la méchanceté ou une mauvaise attention. L'enfant n'en a éprouvé aucun trouble, ni physique ni moral. Les hommes seuls auraient pu troubler son moral en frappant son imagination par des contes ridicules, et il est heureux qu'il ne l'ait point fait. Oui, parce que quand même, ça s'est produit pendant des jours, des mois, quoi. Non, mais c'est sûr, ils ont dû le questionner, c'est pas possible. Enfin, il y a quand même quelqu'un qui a dû se poser la question. Enfin, c'est un minimum. Moi, je comprends pas. Non, ou alors ils n'ont pas parlé dans le journal, ou j'en sais rien, mais quand même. Cet esprit tout inférieur qu'il était, n'était donc ni mauvais ni malveillant, c'était simplement un de ces esprits si nombreux dont nous sommes sans cesse entourés à notre insu. Il a pu agir en cette circonstance par un simple effet de son caprice, comme aussi il a pu le faire à l'instigation d'esprits élevés en vue d'éveiller l'attention des hommes et de les convaincre de la réalité d'une puissance supérieure en dehors du monde corporel. Pourquoi pas? Mais quand même, bon, pourquoi à ce moment-là précisément? Puis ces phénomènes, on sait que ça aurait pu se produire bien avant aussi. C'est juste que là, c'est documenté, tout simplement. C'est comme aujourd'hui. Aujourd'hui, on a tous des téléphones portables, pouf, on prend en vidéo, et c'est pour ça qu'il y en a bien plus. Tout simplement. Il y aura toujours des faux. Alors, quant à l'enfant, il est certain que c'était un de ces médiums à influence physique, doué, voilà. Donc il y a quand même deux phénomènes ensemble. Doués à leur insu de cette faculté et qui sont aux autres médiums ce que les somnambules naturels sont aux somnambules magnétiques. Vous vous souvenez, les amis, somnambules, c'est à modifier de conscience, rien à voir avec le mot somnambule comme on le connaît aujourd'hui.
Cette faculté dirigée avec prudence par un homme expérimenté dans une nouvelle science eût pu produire des choses plus extraordinaires encore, et de nature à jeter un nouveau jour sur ces phénomènes qui ne sont merveilleux que parce qu'on ne les comprend pas. Voilà. Donc en gros, ce qu'il explique, c'est que s'il y avait une personne un petit peu plus cultivée à ce niveau, peut-être qu'on aurait pu avoir vraiment des éléments complémentaires. Voilà. C'était la fin, en tout cas. Ah bah non, il faut que je vous trouve la petite chronique supplémentaire. Le petit goodies, je vais vous trouver ça. Alors, je vous ai déniché un tout petit article dans les nouvelles diverses du journal Curiosa, la curiosité, de 1895. Vous vous souvenez, je crois que c'est le journal de... que je vous dise pas de bêtises, de Bosc, Ernest Bosc. Oui, c'est ça. Alors, vous allez voir, c'est très rapide. Mais c'est vraiment, ça a l'air d'être très étrange. Je l'ai survolé rapidement. Donc, curieuse observation. Nous lisons dans la revue des sciences du journal des débats ce qui suit. Un jour du mois dernier, un étudiant en médecine vint avertir monsieur le docteur Clays et monsieur Denef, professeur de l'université de Gand, à Gand, qu'il y avait à l'hôpital une femme sur l'œil de laquelle on lisait distinctement des chiffres. Monsieur Denef sourit, incrédule, et pensa que l'étudiant avait pris pour des chiffres quelques stigmates grossiers. Cependant, le lendemain, en parcourant les salles, il s'arrêta devant la malade. Or, l'iris gauche portait le nombre 10, l'iris droit, le nombre 45. Chacun des 4 chiffres constituant ces 2 nombres était tracé avec une perfection qui aurait fait envie à un calligraphe de profession. Ici, l'imagination ou l'hallucination sont hors de cause. En effet, le contrôle est à la portée de tout le monde. Car on a reproduit par la photographie cette curiosité physiologique. Sur l'épreuve, on voit nettement paraître au milieu de l'œil gauche et de l'œil droit ces chiffres fatidiques 10 et 45. C'est signé Le Messager de Liège le 15 avril 1895. Voilà, donc on n'a pas d'image avec cet article, mais en tout cas, ça faisait partie du petit goodies comme je vous l'avais promis. Il me semble qu'il y a la suite par contre pour l'esprit frappeur, donc on verra ça peut-être un peu plus tard, car c'est un article aussi très très long. Donc n'hésitez pas, si vous souhaitez la suite, faites-m'en part, enfin en tout cas je pense que je vais la faire de toute façon. Pensez à vous abonner si vous voulez justement être alerté, et je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée en fonction de votre heure d'écoute. Merci à vous pour votre écoute sur la chaîne Livre Ésotérique Ancien. À bientôt.